et dire que certains pensent que Gladiator est un film historique. Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Oh mec, mon Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans Soyons Bon Public. L'émission est à retrouver à la fois en podcast ou sur YouTube tous les 15 jours, le lundi à 17h. Et on va commencer avec le sommaire de l'émission. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui peut faire débat. Et cette semaine, on revient sur les polémiques de la bande-annonce de Gladiator 2. Je reviendrai également sur quelques news en bref avec la bande-annonce de Severance saison 2, Captain America 4 et une déclaration de Ryan Reynolds sur Wolverine Origin. Enfin, je terminerai par une recommandation, que ce soit une série ou un film, qu'il soit récent ou non. Bref, je vous en parle en fin d'émission. Et cette semaine, je vais vous parler de Au-delà de nos rêves avec Robin Williams. Et restez bien à la toute fin de l'émission, car j'aurai une petite annonce concernant l'émission. Rien de grave, je vous rassure. Et ça commence maintenant. Dans le dossier de la semaine, la nouvelle bande-annonce de Gladiator 2 est sortie et fait polémique. Si l'annonce d'un deuxième opus était pour moi pas forcément nécessaire, car le premier se suffit à lui-même, clairement, l'annonce du casting et des premières images dévoilées m'ont finalement donné un certain petit intérêt. Et on va y revenir. Si certains reprochent encore l'aspect historique des films de Ridley Scott, on va être clair tout de suite, ce n'est effectivement pas un film documentaire. Le cinéma travestit la réalité. La plupart des films que vous voyez, inspirés de faits réels, historiques ou même peut-être biopiques, ne reflètent pas grand-chose de ce qui s'est passé réellement. Et le premier Gladiator, que vous chérissez autant que moi, historiquement, n'a rien à voir avec la réalité. Ridley Scott, qu'on soit d'accord avec lui ou non, qu'on aime ou pas ses films, il fait des films de cinéma. Il place des éléments, des contextes historiques, mais pour raconter une histoire, divertir, faire de belles images. C'est le côté artistique du cinéma. On lui reprochait déjà avec son Napoléon, bien que je n'ai pas aimé le film, son côté historique, clairement, on s'en fout. Le film ne raconte pas ça, il se concentre sur une relation toxique avec un homme de pouvoir et une femme, et comment cela influence ses décisions. Cela aurait pu être l'histoire de n'importe quel dictateur ou chef d'État. Maintenant que c'est dit, oui, Gladiator 2 est historiquement à côté de la plaque. Même si vous le verrez, il y a beaucoup d'éléments qui sont tout de même probables, beaucoup plus que ce qu'on en pense. Pour la bande-annonce, je dois avouer que ça m'a beaucoup plu, on va être honnête, mais avec une certaine retenue tout de même, car je trouve le synopsis beaucoup trop similaire au premier. Situé 20 ans après les événements du premier Gladiator, ce film suit Lucius, interprété par Paul Mescal, le neveu de l'empereur Commodus et admirateur de Maximus. Lucius est contraint de retourner dans l'arène du Colisée après que sa maison a été conquise par des empereurs tyranniques. Bref, ça vous rappelle forcément quelque chose. Il se bat pour restaurer la gloire de Rome et venger la mort de ses proches. La bande-annonce continue d'explorer les thèmes de pouvoir, de vengeance et de rédemption qui étaient centraux dans le premier film. Les visuels sombres et dramatiques, une atmosphère intense et la lutte intérieure de Lucius alors qu'il cherche à se venger et à restaurer l'honneur de Rome. Le ton du film semble être une combinaison de nostalgie pour le premier film et d'innovation pour introduire de nouveaux éléments narratifs et visuels. Un rhinocéros, dites-vous que dans les jeux, cet animal a pu se retrouver dans les colisées de l'époque, ainsi que les batailles navales reconstituées. Bon, je vous rassure, il n'y avait pas de requin en effet. Mais bon, c'est le côté divertissant de ce cher Ridley, que voulez-vous. Porté par un casting de fous furieux tels que Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington, rien que ça, mais aussi Joseph Quinn et Fred Eschinger qui interpréteront les empereurs Geta et Caracalla, qui ont été presque des Geoffrey Baratheon en puissance. Cela promet une bonne performance et des retournements de situation qui seront plus qu'intéressantes, en tout cas je l'espère.
Une polémique plus que raciste concernant le personnage fictif, je le rappelle, du personnage de Denzel Washington qui incarne Macrinus, un personnage riche et puissant, ce qui a conduit certaines critiques à accuser le film de blackwashing sur l'histoire européenne. Ridley Scott a défendu ce choix en soulignant que Washington incarne un personnage, encore une fois fictif, inspiré par des éléments historiques et non un personnage strictement historique. C'est assez dingue de devoir se justifier ainsi. Il a également expliqué que Macrinus est un marchand d'armes influent et cruel, contribuant à la richesse narrative du film. D'ailleurs, des marchands d'armes qui circulaient et faisaient affaire dans le nord de l'Afrique, donc des personnages de couleur, je le rappelle, ont existé comme dans le film. Oui, le film ne se passe pas exclusivement à Rome et aura aussi des décors dans le nord de l'Afrique. Autre polémique, une controverse notable concernant le choix de la musique du trailer. Le trailer utilise la chanson No Church in the Wild de Jay-Z et Kanye West, ce qui a suscité des réactions mitigées parmi les fans. Certains spectateurs ont critiqué l'utilisation de ce morceau de rap moderne en expliquant qu'il est anachronique et inapproprié pour un film se déroulant dans l'Antiquité romaine. Sauf que l'utilisation de cette chanson avec l'argument historique, comme vous l'avez vu, ça tient pas. Encore une fois, ce n'est pas un film historique ni un documentaire au même titre que Napoléon. Il faut se poser la question, mais pourquoi utiliser ce morceau? Quel est son réel but? Rien n'est fait au hasard dans le cinéma ni dans les bandes annonces d'ailleurs. Ça pourrait être d'ailleurs un sujet intéressant pour les prochaines vidéos. En utilisant une chanson connue pour ses thèmes de lutte et de pouvoir qui peuvent résonner avec les thèmes centraux du film, même si le style musical est moderne, dans cette chanson, elle suggère l'absence de règles religieuses ou morales dans un monde chaotique et impitoyable. Les artistes explorent l'idée que, dans une société sauvage, les normes religieuses et éthiques traditionnelles perdent leur sens. Après tout, Lucius, dans le film, vénère Maximus comme un dieu et il est possible que dans le film, le personnage remette en question, ou pas d'ailleurs, ce côté messianique, car la chanson évoque cela. Y a-t-il un dieu dans le ciel pour les faibles et les opprimés? Dans ce titre datant de 2011, les artistes illustrent cette confrontation entre les masses et les dirigeants, soulignant la dynamique de pouvoir et de résistance. No Church in the Wild est une œuvre complexe qui mélange les thèmes philosophiques et sociaux. Cette musique a finalement toute sa place en termes de message très symbolique vis-à-vis du synopsis et rythme en plus, le trailer. Alors il y a aussi le côté marketing derrière, je ne vais pas le nier non plus, et puis Ridley vient aussi de la pub, donc il connaît bien ça. Le but étant d'attirer les jeunes également dans les salles. Mais on est qui pour lui reprocher ça, mis à part des vieux boomers qui pensent que Gladiator est un film historique? Oui, le rap et l'Antiquité ne peuvent pas réellement se marier, mais de là à vous choquer, c'est vraiment étonnant. La bande-annonce de Gladiator 2 promet un film visuellement spectaculaire, avec des performances puissantes et une histoire captivante qui honore l'héritage du film original, tout en offrant une nouvelle aventure épique. Cependant, j'émets des réserves en espérant que le film ne soit pas une redite en mieux fait du film original, surfant sur une nostalgie poussive, ce que j'ai un peu peur, je vous l'avoue. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, les news en bref. Deuxième partie de l'émission, les news en bref. Première news, la bande-annonce de Sévérance saison 2 est sortie et une date aussi a été dévoilée. Bon, c'est un court trailer, mais comme j'ai adoré la première saison, je me devais de partager ma joie en connaissant la date de sortie et quelques petites images qui m'ont fait monter la hype. Réalisé par Ben Stiller depuis 2022 et porté par un casting de folie, nous aurons le plaisir de retrouver tout ce beau monde le 17 janvier 2025 sur la plateforme Apple TV+, et je vous conseille fortement de regarder cette série. Deuxième news, la bande-annonce du nouveau Captain America est sortie et intitulée Brave New World. Cette bande-annonce marque le fait qu'on a affaire à un film d'espionnage qui a l'air assez cru pour ma part. Les enjeux sont à peine dissimulés, les antagonismes jouent un double jeu déjà démasqué, bref, rien de nouveau, juste un repompage où l'on connaît déjà l'histoire et comment elle va se terminer, sans qu'on avance vraiment d'une quelconque façon dans cette phase interminable, il faut le dire, de Marvel. Question visuelle, c'est toujours aussi laborieux, et même si nous avons Harrison Ford, cela n'empêche pas de s'en foutre complet sur ce projet déjà vu 1000 fois aux héros interchangeables. La seule chose qui fera bander un tant soit peu quelques fans toujours présents, c'est le fameux Red Hulk.
Mais là encore, je suis désolé, je m'en fous sur 20. Au casting du film, on retrouve Anthony Mackie, Harrison Ford, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson, Liv Tyler et Julia Louis-Dreyfus. Captain America Brave New World est prévu pour le 12 février 2025. Et vous, qu'en avez-vous pensé? Troisième et dernière news, Ryan Reynolds qui ne regrette pas Wolverine Origins. Pourtant moqué dans Deadpool 1 et 2, l'acteur est revenu sur sa première apparition et a fait une déclaration. Il y a beaucoup de ratés qui n'ont rien à voir avec l'équipe créative, qui suivent plus les directives du studio. Je pense même qu'il y a beaucoup de choses de bien dans ce film. Une manière très polie de reporter la faute sur la Fox plutôt que sur le réalisateur Gavin Hood ou les scénaristes David Benioff et Skip Woods. Le réalisateur avait dit également que le scénario devait être réécrit parfois pendant qu'il tournait et certains rajouts forcés comme Gambit pouvaient être frustrants pour l'équipe afin que tout soit potentiellement bien raccord. D'ailleurs, en 2023, Scott Adkins, la doublure de Ryan Reynolds pour Deadpool dans sa version abominable de la fin, racontait à comicbook.com: Ryan n'était même pas là au moment où on a tourné ça. Je pense qu'il était ailleurs, en train de faire autre chose. Quand ils ont vu ce qu'ils allaient en faire, il a dû être vraiment énervé. J'y suis allé en pensant que j'allais avoir le costume complet, mais il y avait d'autres versions de ce personnage que j'ai dû essayer. Ça aurait pu être encore pire. Imaginez Deadpool avec un bocal à poisson sur la tête. Ils réfléchissaient à plusieurs idées et heureusement, ils n'ont pas choisi celle-là. Et pour finir l'émission, ma recommandation. Troisième et dernière partie de l'émission, ma recommandation. Alors ça peut être un film, une série, qu'il soit ancien ou récent, bref, considérez ça comme une mini critique, car je n'irai pas forcément dans le détail. Et c'est parti. Ma recommandation est un film de 1998 par un réalisateur néo-zélandais connu pour ses visuels marquants, Vincent Ward. Alors il n'a pas réalisé beaucoup de films, seulement 6 depuis 1984, avec son premier film Vigil, qu'il a également scénarisé. Au-delà de nos rêves à un casting de choix avec Robin Williams, Annabella Sciorra, Cuba Gooding Jr., Max von Sydow, pour ne citer que. Concernant le film, je parlais de son réalisateur connu pour ses visuels novateurs, et sur ce film, c'est là que c'est le plus éloquent. Le film a utilisé des techniques d'effets spéciaux révolutionnaires, en tout cas pour l'époque. La représentation du paradis, inspirée par les peintures de la femme de Robin Williams dans le film, a nécessité une combinaison d'effets pratiques et numériques. Pour créer l'aspect pictural, des décors ont été peints à la main et des acteurs ont été filmés devant ces décors, puis intégrés numériquement. Les scènes de paradis et d'enfer ont été tournées dans divers lieux à travers le monde pour capturer des paysages époustouflants. Par exemple, des scènes de paradis ont été filmées en grande partie en Californie, tandis que les scènes de l'enfer ont été tournées dans une mine abandonnée en Pennsylvanie. Mais que raconte le film? Au-delà de nos rêves est un drame fantastique qui explore les thèmes de l'amour, de la mort et de l'au-delà. Chris Nielsen, Robin Williams et sa femme Annie, Annabella Sciorra, vivent une vie de bonheur conjugal jusqu'à ce que leurs enfants meurent dans un accident de voiture. 4 ans plus tard, Chris meurt également dans un accident. Dans l'au-delà, il découvre un paradis imaginaire façonné par ses souvenirs et ses rêves. Cependant, il apprend qu'Annie, dévastée par sa perte, s'est suicidée et est condamnée aux enfers. Chris entreprend alors un voyage périlleux à travers l'enfer pour sauver l'âme de sa femme et la ramener au paradis. La première fois que j'ai vu le film, je dois avouer avoir été totalement déboussolé. J'étais à la fois triste mais aussi impressionné par son histoire, son côté original et les images marquantes du long métrage. Et d'ailleurs, ce sera devenu culte pour moi. Dites-vous que cela aurait pu être un épisode de film inculte finalement. Alors oui, l'histoire semble être la plus déprimante du monde. Et pourtant, si son début est triste vis-à-vis des enfants, Robin Williams rend la lumière sur ce film. L'espoir également, pour la rendre apaisante, sans minimiser non plus les enjeux. Bon Dieu qu'il nous manque cet acteur. D'ailleurs, son rôle est pris très au sérieux par ce génie de la comédie. Il a travaillé avec un conseiller en deuil pour mieux comprendre la douleur de perdre des proches, pour se familiariser avec le chagrin parental. Il livre une performance émotive et sincère, apportant à son personnage une profondeur émotionnelle qui résonne avec le public. Sa capacité à exprimer à la fois la joie et la douleur rend son voyage à travers l'au-delà poignant et en plus de ça, crédible.
Plusieurs thématiques sont abordées dans le film. D'abord l'amour et la persévérance. Le film est avant tout une histoire d'amour inébranlable. L'amour de Chris pour Annie transcende les frontières de la vie et de la mort. Sa détermination à la sauver montre comment l'amour véritable peut surmonter tous les obstacles les plus insurmontables. Il ira quand même jusqu'en enfer pour elle et de façon littérale. Ensuite, vous l'aurez compris facilement, la vie après la mort, au-delà de nos rêves, offre une vision unique et visuellement époustouflante de l'après-vie. Le paradis de Chris est peint comme un tableau vivant, reflet de ses souvenirs et de ses désirs, soulignant l'idée que l'après-vie est une projection de notre psyché. D'ailleurs, ce que j'aime dans le film, c'est l'absence de religion. Ici, on fait face plus aux souvenirs, le côté psychologique des personnages afin de créer son propre paradis. Les paysages du paradis sont magnifiquement rendus, avec des couleurs vives et des textures oniriques. Ces visuels saisissants servent à illustrer la nature malléable et subjective de l'au-delà. Enfin, la rédemption et le pardon. La quête de Chris pour sauver Annie est également une quête de rédemption et de pardon. Annie doit surmonter sa culpabilité et sa douleur pour trouver la paix, tandis que Chris doit pardonner à Annie pour son suicide, ce qui est un obstacle émotionnel important dans leur parcours. En termes de mise en scène, c'est dans le détail que le réalisateur va être le plus inventif évidemment. Vous me connaissez pour mon adoration du symbolisme que le film utilise pour représenter les états émotionnels des personnages. Par exemple, le paradis peint par Chris devient progressivement plus détaillé et réaliste à mesure qu'il accepte sa nouvelle réalité. Et cet arbre qui se fane au fur et à mesure que sa femme tombe dans la dépression, l'arbre dans les films sert souvent comme un reflet de l'âme des personnages. Je garde souvent comme exemple visuel Lovely Bones par exemple, Game of Thrones, The Fountain ou encore Avatar qui l'ont utilisé également ainsi. Évidemment, l'enfer d'Annie est un reflet sombre et tourmenté de sa douleur et de sa culpabilité. Annabella Sciorra incarne avec intensité la douleur et la culpabilité d'Annie. Son interprétation est à la fois fragile et puissante, capturant parfaitement l'essence d'une âme tourmentée. Les performances de Cuba Gooding Jr. et de Max von Sydow en tant que guide spirituel ajoutent de la profondeur et de la sagesse à l'histoire. Ils servent de mentor à Chris, l'aidant à naviguer dans le monde complexe de l'après-vie. En résumé, Au-delà de nos rêves est un film ambitieux qui tente de répondre à des questions existentielles profondes à travers une narration visuellement riche et émotionnellement chargée. Bien qu'il puisse être critiqué pour certains de ses aspects mélodramatiques qui parfois, j'avoue, s'accumulent de façon assez étonnante, le film reste une exploration touchante de l'amour, de la perte et de la rédemption. Robin Williams, par sa performance poignante, ancre le film dans une réalité émotionnelle qui résonne profondément avec les spectateurs, faisant de Au-delà de nos rêves une œuvre mémorable et introspective. Je pourrais développer encore, mais je vais m'arrêter là concernant le film. Cependant, on peut continuer d'en parler en zone commentaire, je serais ravi d'en parler avec vous. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. Dans 2 semaines, il n'y aura pas d'émission. En effet, la saison 1 se termine maintenant, mais je vous rassure, elle est renouvelée pour une saison 2 à partir de fin septembre, début octobre. Alors je vous rassure également, la chaîne ne sera pas en stand-by pendant 2 mois. Et je ne serai pas sans rien faire, puisque je prépare une vidéo pour la rentrée de septembre, et cela va me prendre beaucoup de temps, et sera en accord avec l'actualité de la rentrée. Bref, je vous dis à la rentrée pour cette longue vidéo sur un sujet qui me tient à cœur depuis fort longtemps. Et pour le reste, rendez-vous pour la saison 2 au mois de septembre, début octobre. Ciao! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.